Il faut qu'on en parle. Il y a peu, je suis tombé sur plusieurs extraits vidéo de créateurs de contenu tels que ceux-ci. Est-ce que vous aimeriez guérir toute votre tendinite en un mois? C'est ce que j'ai réussi à faire grâce à cet instrument. Et comment dire, il est nécessaire de réagir. Premièrement, et cela dit en passant, le terme de tendinite a été abandonné depuis de très nombreuses années et actuellement, le terme de tendinopathie est préféré. La principale raison de ce changement de terminologie est que la dimension inflammatoire ne suffit pas pour décrire toutes les affections du tendon. Le terme de tendinite est également galvaudé et n'est pas utilisé pour décrire une entité histopathologique spécifique, mais simplement pour décrire des douleurs tendineuses. Ensuite, pour soigner ces tendinopathies, il recommande l'utilisation d'une powerball. Je serai prudent avec ce genre d'anecdote pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, les lignes de preuves scientifiques sur le sujet sont peu nombreuses et de mauvaise qualité. Les recommandations modernes dans la prise en charge de tendinopathie à l'heure actuelle recommandent principalement du load management et la gestion des facteurs de risque. Je pense qu'il serait donc plus prudent de ne pas associer un quelconque effet thérapeutique à cette powerball. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi une intervention inefficace peut sembler en apparence efficace, telles que l'évolution naturelle, la régression vers la moyenne, les effets contextuels ou encore les attentes du patient. J'ai d'ailleurs écrit une publication à ce sujet, tu peux la retrouver sur mon profil. Dans ce contexte précis, je ne serais pas surpris qu'en raison des douleurs, la pratique sportive ait été adaptée, voire diminuée, ce qui aurait pu résulter en une amélioration de la symptomatologie. Pour aller plus loin, il ne semblerait pas que l'effet des exercices sur les tendinopathies épicondyliennes soit très marqué. Et lorsque celles-ci sont laissées non traitées, on observe une résolution spontanée de la symptomatologie dans 90% des cas dans l'année. On peut même s'attendre à une résolution spontanée après quelques semaines. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Il raconte également que... Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi tout le monde ne fait pas des rotations articulaires contrôlées? C'est super simple à faire, il suffit de tourner tes articulations en mettant de la force dans tes muscles. Le point central, c'est travailler ta force dans toutes les positions articulaires possibles, ce qui te donne plus de possibilités, qui à ton tour réduit ton risque de blessure et de douleur. Et en ce qui concerne cette affirmation, en essayant de chercher après ces CARS dans différentes bases de données, moteurs de recherche ou réseaux sociaux scientifiques, malheureusement, devinez quoi? Je n'ai rien pu trouver. Recommander leur utilisation pour augmenter la force, augmenter le nombre de possibilités et in fine diminuer le risque de blessure me paraît donc un petit peu exagéré. S'il est vrai que l'entraînement en force peut contribuer à diminuer le risque de blessure, en ce qui concerne les CARS, nous n'avons aucune ligne de preuve à l'heure actuelle qui nous permette d'émettre l'inférence que leur dosage est suffisant que pour induire les adaptations nécessaires pour augmenter la force et par conséquent diminuer le risque de blessure. Et ce ne sont malheureusement pas les seules affirmations douteuses que nous pouvons retrouver sur l'Instagram ou les réseaux sociaux de nombreux coachs à l'heure actuelle. Je trouve que ce genre de discours est fallacieux et délétère. De 1, cela va contribuer à propager de fausses croyances. Et de 2, cela va potentiellement retarder le moment où des sportifs pourraient bénéficier d'une intervention plus à même de les aider vis-à-vis de leurs problématiques. Et geek, si je pense que ton contenu est qualitatif et que tu présentes relativement bien les différentes lignes de preuve à la population générale concernant plein de domaines liés au sport, je pense toutefois que tu devrais faire preuve d'un peu plus de retenue lorsque tu traites un sujet comme les blessures. Je trouve ça génial que les coachs s'intéressent au domaine de la pathologie sportive ainsi qu'à l'étiologie de ces blessures. Je pense également que c'est un net positif pour les sportifs. Cependant, j'émets quelques réserves lorsque les informations partagées ne s'alignent pas avec les différentes lignes de preuve sur le sujet et que l'anecdote personnelle sert à mettre en avant son contenu et à vendre une formation sur le sujet. Et tout cela, bien évidemment, sans avoir d'expérience clinique ou d'expertise dans le domaine. Si je suis bien d'accord que l'expérience peut être utile dans le monde du coaching et de la rééducation, ce n'est pas pour autant que l'expérience équivaut à expertise. Restons donc critiques quand nous voyons ce genre de contenu et restons attentifs aux différents narratifs qui continuent de propager de fausses croyances.